À la présentation des actions en fait, qui vont être menées dans le cadre des 80 ans de la SF2M. Donc, Anna et moi-même allons vous faire un petit parcours de tout ce qui va jalonner en fait cette année 2025, qui a déjà démarré. Qui est en train de démarrer. Voilà. Mhm. Oh, nos actions ce soir. Donc, pour 2025, nous avons plusieurs objectifs. On voudrait donner un caractère un peu exceptionnel à cette année. Un peu exceptionnel parce que vous verrez assez rapidement que finalement, on est beaucoup dans la continuité. On ne va pas chercher à faire des choses complètement différentes. On va encore une fois chercher à renforcer notre positionnement et pérenniser notre positionnement dans ce que nous avons maintenant. Alors maintenant, si on regarde qu'est-ce qui va se passer tout au long de l'année 2025, il y aura plusieurs actions, plusieurs colloques qui vont jalonner cette année. Quelques colloques qui apparaissent ici en première ligne en orange, qui sont organisés par, on va dire, la SF2M nationale, avec la visibilité nationale, naturellement. Il y aura les actions des commissions et des sections régionales, qui sont les actions qui suivent les activités annuelles, on dirait normales. Et ensuite, il y a le webinaire que nous avons démarré, j'espère que vous avez pu le constater, nous les avons démarré depuis le mois de septembre. C'est une activité qui a été lancée en tant que préparation de 80 ans de la SF2M. Et nous souhaitons en faire une action pérenne. C'est une action qui continue déjà aussi au mois de janvier. Et nous avons en fait quelques actions d'édition qui sont les actions long terme. Notamment, il y a le groupe Jeune qui travaille sur un dictionnaire des matériaux. C'est plutôt une sortie en 2026 qui est prévue pour l'instant. C'est une action qui est en plein développement. Bon, avant de parler des colloques, je vous parlerai de webinaires. Donc, comme on avait dit, ces webinaires ont été lancés en mois de septembre 2024. Dans le cas idéal, nous prévoyons un ou deux exposés par an, par mois. Dans le cas idéal, ce sont le deuxième et quatrième mardi du mois. Et nous cherchons dans ce cadre à balayer les différents matériaux, les matériaux dont nous avons parlé tout à l'heure, les matériaux et métaux naturellement, céramique, polymère, multimatériaux, composites. Et on cherche à présenter aussi bien les visions industrielles que les visions académiques. Donc l'objectif, c'est de vulgariser, de s'adresser à un public aussi large que possible. Et pour l'instant, je dirais que en cette période d'essai, les objectifs sont atteints. Nous avons typiquement entre 80 et 200 personnes qui sont inscrites. On va dire 80% de ceux qui sont inscrits viennent réellement écouter un exposé. Et les origines de nos auditeurs sont effectivement très, très différentes selon les sujets, mais on voit bien qu'il y a des gens qui viennent tout simplement pour la culture générale et c'est ça qui va nous intéresser. Bon, alors on va pas passer en review ce qui se passe. Vous avez la petite frise en haut qui dit qu'en gros, nous avons effectivement deux exposés qui sont faits, deux exposés par mois. Les exposés pour la période de janvier-juillet 2025 sont déjà disponibles sur le site de la SF2M. Nous lançons typiquement les inscriptions 2, 3 semaines avant chaque date pour en fait, à titre de rappel, tout simplement. On va traiter ou on traite différents sujets et différentes thématiques. Il y a plusieurs exposés qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu sous les problématiques sociétales. On va parler de matériaux et transition, on va parler de démarches d'éco-conception. Chez Decathlon, c'est la seule fois où j'ai précisé où ça se passe parce que ceci me semblait intéressant.
On va parler d'un écosystème d'innovation dans les mines et métallurgie en France en tant qu'outil de souveraineté nationale. On va parler de développement des différents matériaux, forcément des aciers, des aluminiums. On va parler de comportement de matériaux, de comportement en fatigue en termes de durabilité. On va aussi avoir un exposé sur le comportement tribologique des matériaux, modélisation de comportement tribologique. Et on va parler, ou on a parlé de matériaux pour aéronautique, pour les montres de luxe, pour matériaux, pour la santé telle qu'elle. On va parler de matériaux à l'utilisation un peu décalée, les cuirs, et pas seulement les cuirs naturels. Donc, les programmes que je vous montre ici, c'est un programme qui soit a eu lieu déjà à l'automne, soit ce sont des webinaires à venir et pendant les mois à venir. Bon, maintenant, si on regarde les colloques, l'année va être jalonnée par plusieurs présentations, par 5 colloques nationaux. Les premiers colloques d'ouverture, nous y sommes. Le deuxième, en mois de mars, nous avons un colloque, une journée scientifique, et ensuite métallurgique à l'avenir, journée annuelle, et ensuite les rencontres matériaux et sociétés. Tous ces matériaux sont multithématiques, traitent multimatériaux, sauf métallurgique à l'avenir, orienté métallurgie. C'est pour ça que nous avons cherché à traiter d'autres matériaux dans les colloques qui vont suivre à nos activités dans la même année. Toujours, on cherche à s'adresser à l'ensemble de la communauté, donc traiter justement les sujets de manière multithématique et donner une place importante à nos jeunes. Bon, si on regarde un tout petit peu plus en détail, la journée scientifique de mois de mars, matériaux architecturaux, à la base, il y avait un concept qui était proposé par Yves Bréchet il y a 20 ans. La question aujourd'hui est 20 ans après. Je crois que Yves Bréchet, il est un des intervenants dans ce colloque. Voilà, l'objectif est de faire le point sur ces concepts, voir à quel point en 20 ans le concept a pu changer, quelles sont les nouvelles générations, quels sont les défis à relever dans ces domaines, quelles sont les applications industrielles, où est-ce qu'on en est du point de vue des applications industrielles possibles, comment peuvent ces matériaux profiter des nouvelles approches de type intelligence artificielle, par exemple. Le programme est disponible, les inscriptions sont ouvertes. On vous attend, naturellement. Et là, je passe la parole à celui qui va présider ce deuxième au moment du colloque au mois de juin. Jean-Luc, je te laisse la parole. Et donc, je prends la suite et on va donc s'intéresser en fait à la métallurgique à l'avenir. Donc, ça sera du 23 au 27 juin à Toulouse. Et donc là, c'est un colloque qui est organisé par le Réseau national de métallurgie. Et donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction parce que quand on avait inauguré ça à Saint-Étienne pour la première fois en 2016, je pense qu'on espérait tous, mais on n'en était pas certain, que ben voilà, 10 ans après, on en serait à la cinquième édition. Et donc, il y a eu Nancy en 2019, Grenoble en 2023, et donc là, il y aura Toulouse en 2025, avec l'équipe organisatrice qui est coordonnée par Christine Blanc. Donc, comme d'habitude, il y a des thèmes, des grands thèmes, et donc cette année, évidemment, on retrouve des thèmes qui ont été abordés tout à l'heure, la durabilité, propriété mécanique, l'endommagement, tout ce qui concerne les caractérisations microstructurales, les procédés de fabrication et microstructures, l'intégrité et protection de surface, et puis évidemment la métallurgie numérique. Alors, il y a des exposés, mais il y a aussi des tables rondes, et ces tables rondes sont aussi importantes. Il y en a qui tournent sur la formation, si je me souviens bien, puis aussi sur l'empreinte carbone par rapport à l'élaboration et puis l'utilisation des matériaux. Voilà. Donc ça sera au mois de juin. Ah, moi aussi, je suis comme même. Donc le mois de octobre. Donc là, on va retrouver en fait le colloque emblématique de la SF2M, qui sont les journées annuelles, donc qui aura lieu cette année à Lille et qui sera organisé en collaboration avec la section Nord, section Sud-Ouest et la commission matériaux pour la santé. Et donc justement pour cette partie-là, ben, c'est Jean-Dominique Guérin de l'université, enfin de Valenciennes, qui sera l'organisateur principal, enfin qui animera toute l'équipe d'organisation. Donc trois grands thèmes, matériaux pour la santé,
fabrication additive de grands composants et pour les applications transport et énergie. Et enfin, et encore, on l'a dit, hein, pour nous, c'est un sujet important, c'est être attractif auprès des jeunes et donc la science des matériaux pour les jeunes. Voilà. Et puis, on terminera avec les rencontres matériaux et sociétés qui auront lieu en novembre à Paris. Et donc là aussi, hein, c'est une grande satisfaction parce que c'était, un pari et puis c'était aussi une originalité de lancer ces journées rencontres matériaux et sociétés. Et donc la première édition avait eu lieu en 2021 et portait sur les matériaux au cœur des enjeux stratégiques. Ensuite, on a eu les choix raisonnés des matériaux en 2022. En 2023, c'était matériaux et énergie. Et donc là, l'idée, hein, c'est d'aller vers un sujet qui a été pas mal débattu tout à l'heure, matériaux pour mobilité durable. Et donc, c'est Bruno qui sera le coordonnateur. Et donc, en même temps, il y aura le colloque intégrera la cérémonie de remise des prix et des médailles. Voilà, et un petit rappel sur les candidatures pour les prix et médailles qui est ouvert jusqu'au 7 février. N'hésitez pas, il y a encore un peu de temps. Voilà, on a terminé sur le programme de cette année et je pense que ça va être une très belle année. Donc, Et on arrive à la cérémonie d'ouverture. Avant qu'on puisse souffler les bougies, on va demander à Monsieur Pelata d'intervenir pour l'ouverture officielle de l'année 2025. Merci. Merci et bonjour. Donc, j'étais un peu surpris qu'on demande à la jeune fille qui est l'Académie des technologies, 24 ans et quelques jours, de venir souhaiter à la SF2M 80 ans demain, si j'ai bien compris, un bon anniversaire. Mais donc j'ai creusé un petit peu ce qu'était la SF2M. Je suis pas du tout un spécialiste des matériaux, un vrai ingénieur, mais pas un spécialiste des matériaux. Et donc je suis allé regarder un petit peu ce qu'on trouvait sur votre site. Alors déjà, Société française de la métallurgie et des matériaux, c'est tout un programme. Et je dois dire qu'après les exposés que j'ai entendus aujourd'hui, on se demande où ça s'arrête. Alors, évidemment, j'ai trouvé coulé, alliage, donc ça, je pense que depuis l'âge de bronze, au moins jusqu'à Pont-à-Mousson, c'était effectivement important. Depuis, j'ai personnellement beaucoup à utiliser les notions de fatigue, de transformation de phase. Ça, en résistance des matériaux, c'était important de déformation plastique. J'ai vu aussi les céramiques, j'ai vu ensuite des choses comme les superalliages monocristallins ou polycristallins. J'ai vu des simulations complexes, simulations multiniveaux, multi-échelles. Et par contre, j'ai été très bluffé par le dernier point que je vais citer là, c'est l'ingénierie quantique des métaux liquides. J'ai pas pu aller creuser, j'ai pas accès plus loin dans le site, mais je suis assez impressionné quand même par ce titre. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer pendant le cocktail. Voilà, moi je suis pas du tout un spécialiste de matériaux, mais j'ai eu affaire quand même évidemment avec les matériaux. Donc je vais prendre trois cas. Un cas en milieu de carrière qui m'a pas mal touché puisque on avait un nouveau concept d'essieu chez Renault, d'essieu souple à mettre sur l'espace et le trafic. Et c'était en rupture, et sinon il y avait le plan B traditionnel. Et là, le patron de l'ingénierie me dit, dans 3 mois, il faut absolument que tu décides et que tu nous convainques que ça tiendra dans tous les cas d'usage, 300, 400 000 kilomètres, garantie, y compris avec des véhicules utilitaires qui font, on ne sait pas trop en fait ce qu'ils font. Et là, les contraintes les plus difficiles passaient par une soudure. Et donc ça, on n'aimait pas beaucoup. Le prédécesseur de Yann à la DIMAT de Renault
disait là, je sais pas. Donc là, on s'est retourné vers les académiques, le laboratoire de mécanique du solide, le LMS de l'X, qui je pense lui a rayonné avec d'autres labos de matériaux pour qu'on fasse les bons essais, les bonnes numérisations, simulations, pour qu'à la fin je puisse dire ça marchera, en espérant que tout cet empilage de savoir-faire, d'expérience et de savoir théorique et les calculs qui allaient avec derrière étaient justes parce que sinon c'était grave pour Renault. On plantait la voiture, quoi, enfin deux voitures même. Bah, aujourd'hui, il y a, je pense, pas très loin d'1 million de voitures qui tournent dans le monde depuis une vingtaine d'années là-dessus. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu il s'est rien passé de grave et les déformations plastiques qu'il y a eu, parce qu'il y en a forcément eu, elles n'ont pas généré de choses très graves. Voilà, c'était un premier cas. Et là, maintenant, depuis le conseil d'administration de Safran et le comité innovation technologique climat, d'ailleurs, qui s'appelle, j'ai vu énormément de choses sur les matériaux. Forcément, Safran, c'est alors le fabrication additive. J'ai vu une pièce qui remplace 30, un peu plus de 30 pièces sur un moteur d'hélicoptère, quand même, en une seule pièce, avec des contraintes significatives qui passent. Et donc, je me disais quand même, empiler de la poudre, de la faire fondre, etc., et être sûr qu'à la fin, ça tient aussi bien qu'un métal normal, quand même, c'est très impressionnant. Donc, et qu'il y ait des gens qui s'engagent là-dessus pour que le moteur d'hélicoptère en question va faire son travail jusqu'au bout. Chapeau. J'ai vu aussi à l'occasion du démarrage du moteur LEAP, le nouveau moteur de Safran, là, qui est déjà sur quelques milliers d'avions, euh, un super alliage polycristallin. Je me tourne vers le gars de Safran pour être sûr que je dis pas une bêtise. euh, Inventé par General Electric et testé déjà sur les avions de combat américains, qui sont toujours en avance sur les températures utilisées par rapport aux avions civils, inventé par GE, donc General Electric. Au moment du démarrage du moteur et des débuts de production, ça marche pas bien sur les turbines, sur les ailettes de turbines haute pression. Et là, j'étais assez impressionné parce qu'en fait, la solution, elle est venue des gens de Safran en simulation de matériaux extrêmement fines. Alors, j'ai vu des comparaisons comme ce qu'on a vu tout à l'heure, là, présenté par Madame, où on a des comparaisons entre le défaut qu'on voit sur les pièces au bout de un peu de fluage, je pense, hein, à haute température, et ce qu'on a en simulation qui finissent par montrer exactement comment est le défaut et du coup, assez vite arriver à la bonne solution pour que ça se produise pas. Donc là, je me suis dit, on n'est pas encore, on est en retard sur les matériaux à très haute température parce que les Américains ils font plus d'avions de combat que nous. Mais par contre, en simulation, il y a un savoir-faire français dont j'ai entendu dire tout à l'heure aussi, et je connais ça dans d'autres domaines, c'est vrai aussi, qui est toujours là et qui manifestement produit de beaux résultats. Céramique, c'est aussi impressionnant. L'IA contrôle, ça commence à être assez impressionnant aussi chez Safran sur toujours les mêmes pièces et d'autres, ou des composites tissés, un matériau un peu bizarre là aussi, qui sont les grandes ailettes des moteurs de Safran, etc. Et troisième sujet, c'est les batteries. Donc les batteries, quand on regarde de près, c'est un peu de la métallurgie parce qu'il faut mettre tout ça en place proprement à des épaisseurs de quelques microns. Il y a du laminage pour l'amener à la bonne épaisseur et à la bonne structure. C'est de la chimie parce que ça évolue avec l'électrolyte. C'est de l'électrochimie. Euh, donc c'est un mélange de ce qu'on a discuté, ce que j'ai entendu dans l'après-midi. Et finalement, c'est essentiel. Et donc là, Hélène Burlet, dont Renault avait utilisé le département il y a une quinzaine d'années, le disait, la France et l'Europe a pris un retard
dramatique sur le sujet, mais en ce moment, et là c'est pareil, on revient sur un savoir-faire de simulation multi-échelle où je vois que on développe des jumeaux numériques qui permettront peut-être de trouver les nouvelles, enfin des chimies évoluées ou des mélanges nouveaux de matériaux permettant de faire une rupture par rapport au lithium-ion, fer-phosphate ou nickel-manganèse cobalt, qui est le standard aujourd'hui dans cette industrie. Donc là encore, des développements essentiels au niveau industriel. C'est notre seule chance de rattraper le train de fabrication des batteries, qui est quand même un élément essentiel de l'industrie automobile et de la stabilisation des réseaux électriques. Donc, euh, pour terminer, c'est pour moi une évidence que la science des matériaux, les simulations qui vont avec, ce savoir-faire qu'on cristallise dans des jumeaux numériques et des simulations sont essentielles pour l'industrie. Il n'y a pas d'industrie sans ça. Et dans certains cas, on a loupé l'industrie, mais grâce à ça, on va peut-être revenir. On va peut-être pouvoir revenir dans la course. C'est essentiel donc à la fois pour euh, les matériaux qu'on utilise déjà, les outils pour les simuler, les innovations que ça permet. Euh, on l'a vu aussi dans un contexte de contraintes que le débat tout à l'heure a bien explicité, qui ont été repris, qui ont été repris tout à l'heure. Euh, voilà, donc je comprends mieux pourquoi l'Académie des technologies pouvait être invitée ici, pas seulement parce que un certain nombre de membres de votre société savante et de l'académie sont les mêmes, mais aussi parce que le rôle de l'Académie des technologies, c'est de conseiller les pouvoirs publics sur l'évolution des technologies et que du coup, je comprends mieux pourquoi nous sommes là et je dois dire que nous sommes très honorés de souhaiter à votre société un joyeux anniversaire et une longue vie fructueuse et innovante pour la SF2M. Voilà, merci.